Bonjour à tous. Merci tout d'abord au comité d'organisation de m'avoir demandé de présenter ce sujet pour lequel vous allez voir, finalement, on a assez peu de données en ce qui concerne la pathologie cardiaque spécifique associée à la cirrhose. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, on va commencer directement par le cas clinique. Un patient de 65 ans qui a une cirrhose alcoolique, une acide réfractaire depuis 6 mois. Antécédent hypertension artérielle, diabète de type 2. Il a eu une consommation excessive par le passé. Il est totalement abstinent depuis 1 an. Il a fumé, il est sevré depuis 2009 et il est traité par haplocardile, metformine, Lasix et aldactone. Cliniquement, un surpoids avec une acide réfractaire. Il a une dyspnée d'effort et vous notez une acide tendue, une hernie ombilicale. Voilà ces examens biologiques, pas grand-chose de particulier, une fonction hépatique relativement préservée avec un TP à 64%, une bili à 30 micromoles par litre, une fonction rénale normale, une natrémie à 134, rien de particulier, rien de notable sur la numération formule sanguine. Sur l'échographie, il a une cirrhose avec une acite, des signes d'hypertension portale et à l'endoscopie, il a des varices œsophagiennes de grade 3. Donc la première question, c'est quelles peuvent être les causes de dyspnée chez ce patient. 4 propositions, un syndrome hépatopulmonaire, une hypertension portopulmonaire, un hydrothorax et une insuffisance cardiaque. Donc on va passer assez vite. Donc les 4 propositions étaient effectivement exactes. Globalement, en fait, lorsqu'on a un patient qui se présente avec une dyspnée, il faut envisager 2 grandes catégories de dyspnée. Des dyspnées d'origine pulmonaire, qui sont de façon quasi systématique associées à une hypoxémie, notamment l'acide pleurale, le syndrome hépatopulmonaire, les pneumopathies bien évidemment, et la bronchopneumopathie chronique obstructive. Et puis, le deuxième versant, ce sont toutes les dyspnées d'origine extrapulmonaire, habituellement sans hypoxémie, mais peuvent s'y être associées dans les formes les plus sévères. Donc c'est l'hypertension portopulmonaire, l'insuffisance cardiaque, il ne faut pas oublier l'anémie. Donc ce patient a une radio de thorax, un scanner qui était normaux, avec un parenchyme pulmonaire normal. Il a une saturation à 95%, et puis on lui fait une échographie cardiaque qui montre les résultats suivants. L'écho-cœur retrouve des cavités cardiaques non dilatées, avec des parois d'épaisseur normale. Il a une fraction d'éjection normale évaluée à 65%. La cinétique globale et segmentaire est normale. Et la pression artérielle pulmonaire systolique estimée au Doppler est à 60 mm de mercure. Enfin, il a eu une épreuve au microbule qui s'avère négative. Donc cette échographie cardiaque nous permet-elle d'affirmer le diagnostic d'hypertension portopulmonaire, écarte le diagnostic de syndrome hépatopulmonaire, élimine une cardiopathie ischémique ou doit être complétée par une épreuve d'effort pour éliminer une cardiopathie ischémique. Donc voilà les 2 bonnes réponses. Écarte le syndrome hépatopulmonaire et doit être complété par une épreuve d'effort pour éliminer une cardiopathie ischémique. Donc juste 3-4 diapositives pour l'hypertension portopulmonaire et le syndrome hépatopulmonaire qui sont souvent confondus, notamment par les plus jeunes. Et je voulais juste vous rappeler en 3-4 diapos, l'hypertension portopulmonaire, tout d'abord, c'est une maladie rare. Ça atteint à peu près 2% dans les séries des patients cirrhotiques. C'est lié à une vasoconstriction artérielle pulmonaire. Sur le plan anatomopathologique, on note une hypertrophie de la média de la paroi vasculaire et puis des thrombus pariétaux. La cause, pour le moment, reste inconnue. Par définition, donc, c'est une maladie chronique du foie associée à une augmentation de la pression artérielle pulmonaire moyenne, et j'insiste sur le terme de moyen, supérieur à 25 mm de mercure, avec une pression capillaire pulmonaire normale, inférieure à 15 mm de mercure, et une élévation des résistances vasculaires pulmonaires supérieure à 120 DIN secondes par centimètre moins 5. Alors, le dépistage de l'hypertension portopulmonaire, il se fait par l'échographie cardiaque, l'écho-Doppler, où là, le cardiologue va évaluer la pression artérielle systolique.
Une fois qu'on a envisagé potentiellement un diagnostic d'hypertension portopulmonaire sur une élévation de la pression artérielle pulmonaire systolique, il faut faire la distinction en fait entre une hypertension pulmonaire liée à un hyperdébit, liée à l'hypertension portale, et une authentique hypertension artérielle portopulmonaire précapillaire. Et ça, c'est le cathétérisme cardiaque droit qui nous permet de poser le diagnostic. Donc il faut un diagnostic hémodynamique invasif. Donc en pratique, on introduit une sonde de Swan-Ganz dans les cavités cardiaques. Donc vous avez ici le schéma et vous faites des mesures des pressions artérielles pulmonaires moyennes, des pressions capillaires pulmonaires et le calcul des résistances vasculaires pulmonaires. L'HTAP, l'hypertension portopulmonaire, la complication, c'est une complication cardiaque, ce n'est pas une complication pulmonaire. Les malades meurent d'insuffisance cardiaque et d'arrêt cardiaque. Le traitement, ce sont les vasodilatateurs et beaucoup de progrès ont été faits au cours de ces 10 dernières années. Et la question de la transplantation reste controversée compte tenu de l'absence de la réversibilité inconstante dans cette pathologie. À l'inverse, le syndrome hépatopulmonaire, vous allez le voir, le traitement et la transplantation hépatique, sa prévalence est plus élevée, 15% environ des malades. Sur le plan physiopathologique, on note chez les patients cirrhotiques 2 types de modifications vasculaires, avec d'une part des vasodilatations pulmonaires et d'autre part des shunts intrapulmonaires. La définition, c'est donc une hypoxémie inférieure à 70 mm de mercure qui s'associe à une maladie chronique du foie et ou à une élévation du gradient alvéolo-artériel d'oxygène supérieur à 20 mm de mercure. Le diagnostic est suspecté devant une hypoxémie avec, de façon plus spécifique, une orthodéoxie, donc une désaturation lorsque le malade se met en position debout. Et le diagnostic est documenté et prouvé par l'échographie cardiaque avec une épreuve aux microbules. Donc en pratique, c'est très simple. Le cardiologue se met par voie transthoracique sur les 4 cavités cardiaques que vous voyez ici. Il injecte par voie périphérique du sérum salé qui a été préalablement agité pour faire une émulsion et des microbules. Et puis, vous voyez ici en fait les 4 cavités. Les bulles arrivent dans les cavités cardiaques droites et au bout d'un temps qui est de 4 à 6 systoles, passent dans les cavités gauches. Et ça signe un shunt intrapulmonaire. Cet examen peut être complété par une scintigraphie qui permet de quantifier le shunt, mais non pas de faire le diagnostic. Les complications du syndrome hépatopulmonaire, elles sont liées à l'hypoxémie. Le traitement, c'est l'oxygénothérapie, et je vous l'ai dit, c'est la transplantation hépatique avec 100% de réversibilité après transplantation hépatique. Alors la 3e proposition portait sur la cardiopathie ischémique. Pour ce qui concerne la coronaropathie et la cirrhose, en fait, on a beaucoup de difficultés à évaluer la prévalence exacte de la maladie. On sait que chez les cirrhotiques, les manifestations ischémiques sont rares, en particulier parce que la majorité des cirrhotiques font finalement peu d'efforts, sont souvent gênés, et donc démasquent rarement des atteintes coronariennes. Et puis le 2e point, c'est que vous savez qu'au cours de la cirrhose, il existe une vasodilatation splanchnique et systémique, également coronarienne, qui pourrait peut-être protéger en fait des accidents ischémiques coronariens. Si on regarde les séries dans la littérature, on voit en fait que la définition de la significativité des lésions est extrêmement variable en fonction des papiers, avec des examens de référence variables, des seuils de sténose variables, et puis donc ce qui explique des prévalences très variables dans la littérature, de 2 à 26% d'atteintes coronariennes dans des séries de cirrhose. Alors, si on essaye d'avancer un petit peu, on voit que finalement, ce qui est principalement associé au risque de développer des lésions coronariennes, ce sont des facteurs habituels, l'âge et l'hypertension artérielle. Et puis, il semble que les malades porteurs d'une cirrhose alcoolique, en analyse multivariée, aient plus de risques de développer des lésions coronariennes de l'ordre de 30% ici sur cette série. La grande question, c'est que finalement, en fait, on ne sait absolument pas quel est l'impact de la coronaropathie chez le cirrhotique. On a très peu d'études en termes d'événements cardiovasculaires et on ne connaît pas en fait la mortalité liée à l'atteinte coronarienne dans cette population.
Ce qu'on sait par contre, c'est que ça a un impact direct après transplantation hépatique, avec une augmentation de la mortalité post-opératoire précoce et de la morbidité, et puis un risque à long terme chez le patient greffé de complications cardiovasculaires, de décès. Et ces risques sont majorés par l'immunosuppression au long cours. Donc finalement, chez le cirrhotique, seul un test d'effort va éliminer une coronaropathie, une épreuve de stress pharmacologique, sachant que, par exemple, le faire courir un malade sur un tapis roulant, lui faire du vélo, c'est beaucoup plus compliqué. Si la cible de fréquence cardiaque est non atteinte, donc si on n'arrive pas à au moins 80% de la fréquence maximale théorique, et ou s'il existe des facteurs de risque de coronaropathie, donc l'âge, le diabète, l'hypertension artérielle, il faut faire une coronarographie. Le problème de la coro chez le cirrhotique, c'est le risque hémorragique. Il faut absolument privilégier l'abord radial pour effectuer la coronarographie, l'abord fémoral étant plus à risque de saignement. Puis il faut se méfier bien évidemment des insuffisances rénales avec l'injection de produits iodés. Quand il existe une sténose significative sur la coronarographie, on peut envisager une revascularisation. Et si le patient est candidat à une transplantation, il faut privilégier la mise en place d'un stent nu, puisque vous n'avez pas besoin de la biagrégation du traitement antipléquettaire, antiagrégant, qui retarde les gestes invasifs, en particulier la transplantation hépatique. Et malheureusement, si la maladie coronarienne est diffuse, avec une atteinte de plusieurs troncs, plusieurs artères, à ce moment-là, la chirurgie est le plus souvent contre-indiquée en cas de cirrhose décompensée. Et on a recours uniquement au traitement médical et on est parfois gêné pour envisager la transplantation hépatique chez ces malades. Donc ce malade a eu une scintigraphie de repos et d'effort bien conduite, elle est normale. Le cathétérisme cardiaque a éliminé définitivement une hypertension portopulmonaire et donc on conclut que la dyspnée est liée à l'acide. On inscrit ce malade pour la transplantation hépatique et puis le rythme des ponctions d'acide se rapproche. 8 litres sont évacués chaque semaine, malgré l'intensification des diurétiques. Et la créatinine augmente à 150 micromoles par litre. Donc, quel traitement proposez-vous à ce stade-là? Majoration des doses de diurétiques, arrêt de la vlocardile et ligature endoscopique pour prévenir l'hémorragie digestive, TIPS, aucun traitement. Alors, la majoration des doses de diurétiques, non. Vous avez vu l'élévation de la créatinine à 150 micromoles. Donc les bonnes réponses étaient les réponses 2 et 3. Alors il y a un large débat à l'heure actuelle qui est toujours en cours sur l'administration des bêta-bloquants et l'acide réfractaire. Et ce débat a été ouvert en 2010, un papier de Didier Lebrec à Beaujon qui a montré dans une petite série rétrospective que la survie des patients qui avaient des bêta-bloquants et qui avaient une acide réfractaire était moins bonne que les patients avec acide réfractaire sans bêta-bloquants. Alors cette étude a été beaucoup critiquée, a fait beaucoup débat, et nous avons repris une série plus récente de 190 malades avec acide réfractaire qui cette fois-ci étaient tous candidats à la transplantation hépatique. Donc, dans cette série, on avait 50% de malades sous bêta-bloquants. Et ici, vous avez l'analyse en risque compétitif. On a retrouvé exactement les mêmes résultats que Didier chez nos malades. Et vous voyez ici la survie cumulée qui est significativement meilleure, enfin moins bonne chez les malades sous bêta-bloquants. Alors ces résultats ont été controversés. On a ici en particulier une étude qui va dans le sens inverse et qui montre que finalement les bêta-bloquants ne sont pas délétères chez les malades avec acide réfractaire. Et on en est encore à l'heure actuelle, en 2017, à un stade où la question n'est pas définitivement tranchée. Toutefois, dans les recommandations de Baveno-6 de l'année dernière, il a été proposé que chez les patients qui avaient une cirrhose décompensée, il y avait un effet délétère des bêta-bloquants qui était fortement suspecté et que la réduction des doses ou l'arrêt de ceux-ci devait être envisagé en cas d'hypotension artérielle et de dégradation de la fonction rénale. Donc pour le moment, la stratégie est discutable et dans notre équipe, nous arrêtons les bêta-bloquants chez les malades avec acide réfractaire.
Donc ce patient a finalement une indication de TIPS pour son acide réfractaire et en vue de le préparer à la transplantation hépatique. Le geste finalement se passe sans difficulté technique. Le patient est extubé assez rapidement en salle de réveil, rejoint le service des pathologies et puis 2 heures après son retour, il est dyspnéique, il est hypoxique avec une saturation à 90%. Il a très clairement des signes d'œdème pulmonaire. Sa pression avec des crépitants bilatéraux. Sa pression artérielle est satisfaisante, 85 de pouls. Son électrocardiogramme ne montre pas grand-chose, en dehors d'un petit allongement de l'espace cuté. Et puis les enzymes cardiaques sont augmentées avec une troponine hypersensible à 206 pour une normale inférieure à 34 et un BNP à 700 pour une valeur supérieure normale à 100. Donc cette décompensation cardiaque, selon vous, est le plus probablement liée à une insuffisance cardiaque hypertensive, une insuffisance coronaire passée inaperçue, une embolie pulmonaire massive ou une autre cause. Donc là, la réponse que je vous propose, c'est la réponse 4. L'insuffisance cardiaque hypertensive, non, on n'avait cliniquement pas de signe d'hypertension. L'insuffisance coronarienne passée inaperçue, non, on avait eu un test d'effort correctement mené sans coronaropathie. Et puis l'embolie pulmonaire massive, non, l'examen et les différents examens ne permettaient absolument pas d'évoquer ce diagnostic. Alors cette autre cause, c'est quoi ? Ça pourrait peut-être être ce que l'on appelle la cardiomyopathie cirrhotique. Donc cette entité a été définie il y a quelques années de la façon suivante. Il s'agit d'une dysfonction cardiaque caractérisée par une réponse contractile altérée en situation de stress, donc une altération de la fonction systolique, un trouble de la relaxation diastolique, et puis des anomalies électrophysiologiques, en particulier un allongement de l'espace cuté. Alors, quelle est la physiopathologie de la cardiomyopathie cirrhotique ? En fait, on la connaît très peu. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au cours de la cirrhose, vous savez tous qu'on a une vasodilatation splanchnique, une vasodilatation systémique, et on a donc une diminution de la post-charge. Pour lutter contre cette diminution de la post-charge et cette baisse de la volémie, on va avoir un phénomène d'adaptation cardiovasculaire avec une augmentation du débit cardiaque pour permettre la poursuite d'une oxygénation tissulaire satisfaisante, une augmentation de la fréquence cardiaque, et puis une augmentation de la précharge et une majoration de la volémie pour donc améliorer la perfusion. Donc la cirrhose se caractérise par un syndrome hyperkinétique, et ce syndrome hyperkinétique, on sait clairement qu'il est corrélé à la sévérité de la cirrhose et à l'hypertension portale, et il s'agit finalement d'un phénomène adaptatif avec un hyperdébit d'autant plus marqué que la maladie est plus évoluée. Que se passe-t-il quand survient un événement intercurrent ? Quand on a un sepsis, on sait qu'on a une vasoplégie, donc on va modifier cet équilibre. Quand on pose un TIPS, on va augmenter la précharge puisqu'on va lever le bloc intrahépatique. Et puis, quand on greffe un patient, on va augmenter la précharge parce qu'on lève le bloc intrahépatique. On va réaugmenter les résistances vasculaires systémiques. Et puis, on va, peut-être au décours d'un épisode hémorragique ou d'une perte de la volémie, majorer encore davantage la fréquence cardiaque et le débit cardiaque. Donc, tout ça fait que tout événement intercurrent, une hémorragie également, peut rompre cet équilibre hémodynamique dans lequel se situait le cœur et conduire à une insuffisance cardiaque avec ou sans dysfonction du ventricule gauche. Alors, ce qu'on sait encore moins, c'est quel est l'impact des bêta-bloquants dans ce contexte, comment ils vont agir, est-ce qu'ils sont délétères, est-ce qu'ils sont protecteurs. La question est largement ouverte et pour le moment, on a quelques petits éléments de réponse qui laissent suggérer que chez les malades qui ont les cirrhoses les plus avancées, notamment des MEL très élevés, les bêta-bloquants pourraient être délétères en empêchant l'adaptation physiologique aux conditions de stress et aux complications typiques de la cirrhose décompensée. Alors, comment on peut faire le diagnostic de la cardiomyopathie cirrhotique ? C'est extrêmement compliqué, en fait. L'échographie cardiaque évalue bien la fonction systolique, mais vous avez vu, ce n'est pas la question. Puis, en fait, c'est un très mauvais outil pour le diagnostic de dysfonction diastolique, incluant le Doppler tissulaire. Alors, vous avez tous vu passer des papiers, d'abord sur le rapport E sur A, puis le rapport E sur E',
avec des examens, enfin des analyses un petit peu plus poussées de Doppler. En fait, tous ces rapports sont faussés chez le cirrhotique, en particulier lorsqu'il existe une hypovolémie, parce qu'on sait que toutes ces mesures sont très volodépendantes et sont également modifiées avec l'âge qui avance au-delà de 50 ans. Donc finalement, en fait, le Doppler tissulaire n'est pas un bon examen. L'IRM cardiaque est en évaluation. C'est un examen compliqué, coûteux, et je doute que cet examen arrive en routine. Donc au total, on n'a pas d'outil diagnostique fiable et on est en fait finalement à la recherche de biomarqueurs pour essayer d'évaluer cette entité qui finalement est mal connue et qui est peut-être juste un phénomène adaptatif. Donc c'est ce que je vous disais. Est-ce que c'est fonctionnel ou organique ? Finalement, la question reste ouverte. Certes, c'est un phénomène adaptatif puisque c'est corrélé à la sévérité de la cirrhose. Après transplantation hépatique, on sait que le syndrome hyperkinétique est corrigé, mais finalement, on ne sait pas si l'hyperactivation de tous ces systèmes vasoconstricteurs et ce syndrome hyperkinétique n'a pas, au long terme, des séquelles myocardiques. Et en particulier, on ne sait absolument pas quelles pourraient être les conséquences d'une surproduction sur un temps très prolongé d'angiotensinogène, dont on sait que c'est un facteur profibrosant extrêmement puissant. Donc le malade est traité correctement pour son épisode de dysfonction cardiaque, de l'oxygène et des diurétiques, qui s'améliorent très vite. Le TIPS est très rapidement efficace, l'acide disparaît, puis finalement, en fait, l'histoire habituelle, c'est que quelques mois après, apparaît une encéphalopathie de plus en plus invalidante, et ce patient a été transplanté 3 mois plus tard. Donc les points clés à retenir de l'atteinte cardiaque du cirrhotique. La première chose, c'est que l'atteinte coronarienne, elle est probablement plus fréquente, de l'ordre de 20% en cas de cirrhose, liée à l'alcool, mais également liée à la NASH. J'en ai pas parlé, mais on a des arguments récents qui suggèrent que, bien évidemment, dans un contexte de syndrome métabolique, on devrait avoir une augmentation accrue des lésions coronariennes. La cardiopathie ischémique peut se démasquer lorsque l'équilibre hémodynamique de la cirrhose est modifié, en particulier après la mise en place d'un TIPS ou après transplantation hépatique. Et ces constatations justifient systématiquement une épreuve d'effort préalable quand un geste est envisagé. La cardiomyopathie cirrhotique, c'est très probablement un phénomène adaptatif qui peut conduire en cas de stress à une insuffisance cardiaque avec ou sans altération de la fonction systolique. Et la question qui reste inconnue, c'est sa réversibilité après transplantation. Enfin, l'impact des bêta-bloquants dans ce contexte est complètement méconnu et reste à définir. Je vous remercie.